Je m'appelle Brooke Sullivan. J'ai 23 ans, et le dîner que je croyais ordinaire a éclaté en vérité quand une voix au bout du fil m'a demandé « Quelqu'un d'autre a les clés de ta maison ?» Break time égale 2S. Si la trahison t'a déjà réduit au silence, partage ton histoire en commentaire, et abonne-toi pour en découvrir d'autres. C'était censé être une soirée simple, chez mon fils, une soupe, des rires, la petite lampe du salon qui sentait le jasmin. J'étais jeune et fière de mes débuts, un poste dans une maison d'édition, des projets, et ce rôle nouveau, inattendu mais délicieux, de mère célibataire qui apprenait à lasser les années avec patience. Mon fils, Lucas, âgé de 6 ans, m'attendait avec son doudou et ses histoires interminables. J'avais passé l'après-midi à plier des serviettes, à penser à des phrases à corriger dans un manuscrit et à me réjouir d'une nuit sans urgence. Puis le téléphone a sonné. Brooke. La voix de Nadia, notre femme de ménage, tremblait. Il y a un camion, et une femme en bas. Elle a des clés. J'ai pensé à une erreur, à un voisin maladroit. J'ai ri d'abord, un rire tiède, avant que Nadia ne répète, plus ferme. Brooke, elle dit qu'elle a le droit d'entrer. Elle porte des choses. Le monde s'est élargi en un compartiment étroit. Quelqu'un d'autre avait la clé de ma maison? Impossible. J'ai senti mes doigts devenir lourds. Je me suis levée, j'ai attrapé mes chaussures, sans fermer la porte derrière moi. Le trot était court mais mon cœur battait comme si j'avais couru des années. 9 minutes, j'ai calculé plus tard, 9 minutes qui m'ont paru 9 siècles. Qui pouvait avoir la clé? Qui, avec la politesse d'un voleur, se permettrait d'entrer dans ma vie comme on ouvre une fenêtre? Je suis arrivée devant la maison. Le camion était là, la porte entr'ouverte. Une femme, élégante, un sourire qui ne demandait pas pardon, remettait des objets dans des cartons. Elle leva la tête comme on lève les yeux d'un magazine. Puis elle a dit le nom de Lucas. Et tout mon monde s'est figé. Je croyais que c'était juste un malentendu, jusqu'à ce que la femme me regarde comme si je n'étais qu'un détail. Et la femme posa une boîte sur le trottoir et croisa mes yeux avec une douceur calculée. Elle n'était pas agressive. Elle n'avait pas l'air d'une voleuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui a droit à tout. J'ai demandé d'une voix que je n'ai pas reconnue. Qui êtes-vous? Elle s'est présentée, Camille. Je m'occupe de la nouvelle gestion de la maison. Sa voix était ordinaire, son assurance, pas. Je me suis souvenu des petites choses. Des factures payées par erreur. Des rendez-vous que mon ex, Thomas, avait pris au nom de travaux alors qu'il amenait quelqu'un d'autre. Des clés prêtées, juste pour la semaine. Des promesses de réparation. À chaque souvenir, une pièce du puzzle se trouvait. Thomas et moi, nous avions rompu il y a 1 an, parfois en colère, parfois en silence. Je me disais que c'était fini. Apparemment, il n'était pas fini. Nadia, la femme de ménage, me regardait, la peur dans les yeux. Je l'ai appelée tout de suite, madame. Elle a dit qu'elle avait la permission. J'ai senti mon ventre se nouer. Permission de qui? La porte béante offrait des silhouettes connues. La petite chaise de Lucas, la photo de nous deux sur la cheminée, des livres renversés. Quelqu'un avait franchi mon espace intime sans m'en avertir. Je me suis rappelé une discussion récente. Thomas voulait simplifier les arrangements pour que Lucas ne manque de rien. Il parlait d'aide, d'une personne pour gérer la maison pendant les déplacements. Il avait dit cela comme on organise un déjeuner. Si tout était si simple, pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Était-ce la politesse? La cachotterie? J'ai ramassé une facture sur la table, une signature différente, un prénom que je ne connaissais pas. Un petit mot sur le bord d'une enveloppe, pour la transition. Je me suis promise de ne pas me laisser submerger par la colère sans preuve. Mais quand la femme a remis à Lucas un petit jouet et lui a souri comme s'ils étaient complices depuis toujours, j'ai su que le problème n'était pas seulement les clés. C'était la normalité de leur comportement qui m'a blessée. Et la boîte s'est ouverte comme une confession. Et j'ai trouvé quelque chose qui n'appartenait pas à ma maison. J'ai ouvert la boîte sous le regard de Camille, le cœur battant, pensant naïvement trouver des assiettes ou des serviettes. À l'intérieur, un album photo. Pas un album neutre, des images d'été, des paysages, des instants de famille où mon fils apparaissait avec un visage que je connaissais trop bien. Sauf qu'il n'y avait pas ma main sur ces photos. Il y avait la main d'une femme inconnue, et sur une image, la silhouette de Thomas, riant, la main posée sur l'épaule de cette femme. J'ai senti mes poumons se serrer. Les photos racontaient une histoire que j'avais refusé de regarder. Elles dessinaient un fil de complicité entre Thomas et une autre présence. J'ai pensé à toutes les nuits où je me suis couchée seule, à toutes les fois où j'ai cru que j'étais la priorité. Je me suis sentie trahie par des actes minuscules, par des arrangements pris sans m'en parler. J'ai demandé à Thomas quand il serait là. Il est arrivé, les yeux fuyants d'abord, puis plein d'un calme faux. Il a dit que c'était pour aider,
qu'il cherchait une solution pour que Lucas ait plus de stabilité. Il a dit le mot « partenaire » d'une façon qui excluait toute signification claire. Quand je l'ai regardé droit dans les yeux, il a baissé le regard. Il ne m'a pas menti clairement, il a plutôt organisé l'omission. Lucas regardait la scène, confus, tenant encore son doudou. Il ne comprenait pas pourquoi sa maison devenait un théâtre d'adultes. Je me suis agenouillée, je l'ai serré, et j'ai senti qu'il était ma seule vérité. Puis la police est arrivée, appelée par Nadia qui, sensée et courageuse, n'avait pas accepté cette normalité. Les officiers sont entrés, ont demandé des preuves de propriété, des autorisations, et ont posé des questions d'une politesse habillée. Camille a souri, mais derrière son sourire il y avait des documents. Des contrats de service signés en mon nom, des emails falsifiés avec une adresse proche de la mienne. Quelqu'un avait fabriqué l'autorisation. Quelqu'un avait travaillé méthodiquement pour rendre l'intrusion plausible. J'ai compris que la trahison n'était pas une impulsion, c'était une construction patiente, et quelqu'un avait tout planifié. Après la première rencontre, j'ai senti qu'il ne suffisait pas de crier ou de pleurer. Les émotions étaient vives, mais la stratégie exigeait du calme. J'ai parlé avec la police, ils m'ont conseillé des démarches légales, changer les serrures, demander une expertise sur les signatures, vendre l'hypothèse d'un usurpateur. Mais je sentais au fond que la loi seule ne rendrait pas justice à l'humiliation. Je voulais un plan qui punirait la négligence et la duplicité sans détruire Lucas ni provoquer un scandale public. La vengeance que je préparais devait être précise, propre et irréversible dans ses conséquences pratiques. Rendre leurs mensonges visibles, rendre leurs arrangements coûteux, et restaurer mon autorité dans la maison. Pas de hurlements, pas de violence. De la logique. Honte Mae, non, ici c'était Nadia, la femme de ménage, mais elle devint mon allié solide. Elle connaissait les allées et venues, les codes de livraison, les habitudes. Elle m'a donné des noms, des dates. Elle m'a confié qu'elle avait entendu Thomas parler au téléphone d'un « accord de transition » pendant que je corrigeais un manuscrit tard un soir. Elle m'a permis d'accéder à des pièces d'archives qui, sinon, auraient été effacées. Sa loyauté devint ma colonne vertébrale. Je me suis renseignée sur les sociétés de déménagement enregistrées, les faux contrats, et la manière dont on peut créer une autorité apparente. J'ai trouvé des incohérences, des adresses qui n'existaient pas, des numéros de téléphone qui renvoyaient vers des boîtes vocales, des signatures qui ne correspondaient pas à la mienne. J'ai noté tout cela dans un carnet comme une petite Bible. Puis j'ai commencé à agir. J'ai fait venir un serrurier discret. J'ai installé des caméras visibles mais élégantes, pas pour piéger avec voyeurisme, mais pour mettre en lumière. J'ai placé des documents bien réels dans des endroits précis, laissant des traces que je savais susceptibles d'être trouvées. Je préparais un engrenage administratif, audit, lettres recommandées, demande de justification. Chaque mouvement se faisait dans la retenue. Après la première rencontre, j'ai senti qu'il ne suffisait pas de crier ou de pleurer. Les émotions étaient vives, mais la stratégie exigeait du calme. J'ai parlé avec la police, ils m'ont conseillé des démarches légales, changer les serrures, demander une expertise sur les signatures, vendre l'hypothèse d'un usurpateur. Mais je sentais au fond que la loi seule ne rendrait pas justice à l'humiliation. Je voulais un plan qui punirait la négligence et la duplicité sans détruire Lucas ni provoquer un scandale public. La vengeance que je préparais devait être précise, propre et irréversible dans ses conséquences pratiques. Rendre leurs mensonges visibles, rendre leurs arrangements coûteux, et restaurer mon autorité dans la maison. Pas de hurlements, pas de violence. De la logique. Honte Mae, non, ici c'était Nadia, la femme de ménage, mais elle devint mon allié solide. Elle connaissait les allées et venues, les codes de livraison, les habitudes. Elle m'a donné des noms, des dates. Elle m'a confié qu'elle avait entendu Thomas parler au téléphone d'un « accord de transition » pendant que je corrigeais un manuscrit tard un soir. Elle m'a permis d'accéder à des pièces d'archives qui, sinon, auraient été effacées. Sa loyauté devint ma colonne vertébrale. Je me suis renseignée sur les sociétés de déménagement enregistrées, les faux contrats, et la manière dont on peut créer une autorité apparente. J'ai trouvé des incohérences, des adresses qui n'existaient pas, des numéros de téléphone qui renvoyaient vers des boîtes vocales, des signatures qui ne correspondaient pas à la mienne. J'ai noté tout cela dans un carnet comme une petite Bible. Puis j'ai commencé à agir. J'ai fait venir un serrurier discret. J'ai installé des caméras visibles mais élégantes, pas pour piéger avec voyeurisme, mais pour mettre en lumière. J'ai placé des documents bien réels dans des endroits précis, laissant des traces que je savais susceptibles d'être trouvées. Je préparais un engrenage administratif, audit, lettres recommandées, demande de justification. Chaque mouvement se faisait dans la retenue. Ils pensaient m'avoir rendu invisible. Ils allaient découvrir que l'invisibilité a un prix. Le matin où tout a commencé à se dénouer,
J'ai reçu un message anonyme sur une boîte mail publique. Vérifiez les comptes. J'ai souri. Le piège avait été posé sans que je le voie, mais j'ai décidé de l'utiliser. Avec Nadia, nous avons sollicité des factures et des relevés. J'ai envoyé des courriers à des prestataires en me faisant passer pour la propriétaire, parce que j'étais la propriétaire, et j'ai demandé des copies, des détails, des preuves de paiement. Les réponses sont arrivées, et elles formaient une trame, des paiements vers une société écran, des virements inhabituels au milieu de mois calmes, des factures signées avec une même main qui, à l'examen, ne correspondaient pas à ma signature. J'ai compilé tout cela. Petit à petit, la crédibilité qui couvrait la trahison s'effritait. Les chiffres, autrefois silencieux, parlaient désormais. Thomas a été alerté par un collègue qui a reçu une demande de vérification. Il a tenté de négocier en privé, d'éteindre des braises. Il m'a supplié d'oublier. Je lui ai répondu par des actes, lettres adressées à des assureurs, demandes officielles d'audit. Je l'ai regardé perdre la maîtrise qu'il croyait posséder. Son orgueil a commencé à se fissurer devant des preuves tangibles. Camille a essayé d'effacer des traces. Elle est venue une nuit, prétendant reprendre des affaires oubliées. Elle n'a trouvé que des copies et des témoins qui avaient commencé à parler. Un employé d'une boîte de livraison m'a confirmé avoir reçu des ordres de transférer des meubles à une adresse qui n'était pas mentionnée dans le contrat. Le plan était maladroit à cause de sa confiance. Il pensait que personne ne chercherait. Ils avaient oublié la persistance d'une mère blessée. La police a ouvert une enquête formelle après la réception d'un dossier que j'avais organisé. Les officiers sont venus, ont comparé signatures, ont demandé des explications. Thomas a marmonné. Camille a pâli. Elle a tenté une explication, une histoire de transition, mais les documents ne mentent pas. Quand la première assignation est arrivée, ils ont cru pouvoir l'ignorer et ils allaient payer pour ce mépris. L'assignation a été envoyée au cabinet de Thomas. Il est arrivé chez nous, pâle et rageur, la voix trop étranglée pour convaincre. J'avais demandé à ce que tout soit fait proprement, légalement. Je n'avais pas besoin d'hurler. J'avais besoin de leur montrer que la maison était mon domaine et que leurs mensonges coûtaient cher. Nous avons reçu une visite officielle. Un huissier, mandaté par la société d'audit, est venu dresser un inventaire. Caméras, témoins, preuves, tout a été consigné. Le voisinage a commencé à chuchoter. Les regards ont cessé d'être amicaux. Le silence s'est transformé en jugement. Le visage public de Thomas, une façade de réussite, a commencé à se fissurer. Au déjeuner, devant un témoin neutre, j'ai confronté Thomas. Je n'ai pas crié. Je lui ai lu, calmement, des extraits de factures, des dates de virement. J'ai exposé comment ils avaient organisé l'entrée de Camille comme une normalité. J'ai exposé la création de comptes et de signatures falsifiées. Les mots avaient le poids de la procédure. Thomas a essayé de bricoler des réponses, il n'a trouvé que mensonges. Julien, un collègue de Thomas, est venu offrir une version embarrassée. Il avait aidé techniquement, disait-il, croyant que cela simplifierait. Ce récit n'a pas convaincu. Le public se formait. Les assurances ont été contactées. Les fournisseurs ont demandé restitution. L'image qui protégerait leurs petits arrangements s'est effondrée. Lucas, mon fils, a observé tout cela avec des yeux grands et clairs. Je l'ai pris dans mes bras, lui ai murmuré que la vérité dure parfois mais qu'elle réparait. À cet instant, le silence n'était plus une blessure, il était un outil. Les assiettes du dîner restaient vides, personne n'avait envie de festoyer. Quand la première restitution financière a été demandée, Thomas a enfin mesuré le coût réel de son mensonge. Les conséquences ont été rapides et nettes. Le cabinet de Thomas a dû ouvrir une commission interne. Des clients ont exigé des comptes. Des dettes cachées réapparurent. Camille, démasquée, tenta une offensive médiatique, une plainte pour rassemblement injuste. Mais la vérité s'accrochait au dossier comme une colle. Les documents, les témoins, et la procédure formaient un rempart que la communication ne pouvait effacer. La communauté nous a soutenus quand elle a su. Des voisins ont fourni des attestations, Nadia a témoigné devant les enquêteurs. Des amis sont venus aider Lucas, lui offrant des après-midi d'insouciance pour qu'il oublie, un peu, l'orage. Ces gestes comptaient plus que les discours. Ils rendaient visible un filet de secours. Thomas a tenté de réparer par de l'argent, par des promesses. Mais l'humiliation n'est pas une facture, elle ne se paie pas qu'en chèque. J'ai exigé non seulement des restitutions financières, mais des engagements concrets, réhabilitation publique, cessation de toute manœuvre impliquant ma maison, et surtout une reconnaissance écrite de ce qui avait été fait. C'était une démarche lente, administrative, mais nécessaire. La chute n'a pas été uniquement pour Thomas. Camille a perdu des contrats. Sa réputation de gestionnaire de maison s'est ébruitée en scandale.
Les sociétés qui s'étaient prêtées au montage ont dû se justifier. Peu à peu, la normalité factice s'est effritée et la vie a commencé à reprendre des contours honnêtes. Un soir, assise sur le canapé, j'ai regardé Lucas dormir. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait. Action légale, allié trouvé, humilité refusée. La vengeance que j'avais choisie n'était pas une explosion. C'était un effritement méthodique de leur confort. Ils avaient perdu plus que de l'argent. Ils avaient perdu la capacité d'oublier. La vengeance n'a pas été un hurlement. Elle a été une série d'échos administratifs, de lettres recommandées, d'attestations publiques, et d'une présence quotidienne quasi ordinaire qui rappelait à tous qui je suis. La mère, la propriétaire, la femme qui ne se tait pas. J'ai construit des garde-fous, serrures irrévocables, clauses légales, témoins, et un réseau qui veillait. Thomas a fini par donner une conférence interne pour reconnaître ses erreurs, il a signé des engagements. Camille a tenté des défenses mais la réalité l'a rattrapé. Les fournisseurs ont récupéré leurs biens, les comptes ont été remis en ordre. Ce n'était pas la fin d'un monde, mais la réinitialisation d'un ordre. Pour Lucas, la vie est revenue à ses courses, ses dessins, ses histoires. Pour moi, il y a eu des nuits d'insomnie suivies de jours plus calmes. J'ai pris des décisions pour que ma maison ne soit plus un terrain de petite corruption. J'ai appris la force d'une méthode sobre, laisser la loi et les preuves faire le travail de la vengeance. Avant de dormir cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à Thomas que je n'ai jamais envoyée. Elle disait simplement, « Tu as voulu rendre les choses plus faciles pour toi. Tu as fait payer la facilité par la vérité. » J'ai signé, plissé le papier, et l'ai glissé dans une boîte où la clé n'appartenait qu'à moi. Si la trahison t'a déjà fait taire, partage ton histoire.